Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Dans un communiqué de presse, Valérie Létard, ministre en charge du logement, a confirmé la suspension partielle de MaPrimeRénov'. La ministre a en effet suspendu les dépôts de dossiers de MaPrimeRénov', la rénovation globale individuelle et pour les travaux d'isolation ou de changement du système de chauffage durant l'été 2025 et jusqu'à la fin du mois de septembre. Valérie Létard a justifié sa décision en évoquant notamment la fraude et en réaffirmant son désir de proposer dès la rentrée, je cite, un cadre ajusté. Avec moi pour commenter cette information et nous donner son éclairage, Dimitri Moll, qui est dirigeant de Cénova, AMO, maître d'œuvre, bureau d'études, organisme de formation engagé pour la transition écologique des bâtiments. Bonjour Dimitri Moll. Bonjour. De nombreux organismes, fédérations et même entreprises ont réagi dès la publication dans la presse d'une rumeur de suspension de MaPrimeRénov'. Que dit ce mouvement de réaction massive venu à la défense de MaPrimeRénov', alors même qu'en fait, on ne savait pas encore de quoi il s'agissait précisément? Moi, la façon dont j'ai observé ça, c'est que je me suis dit que depuis 15 ans qu'on travaille Oui. dans le domaine de la rénovation énergétique, ça y est, on est vraiment dans un mouvement de massification, c'est clair, quoi. C'est-à-dire que on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique, il n'y a jamais eu autant de monde concerné par le sujet, il n'y a jamais eu autant de réactions. Donc moi, j'ai porté un regard très positif dans le sens où ça veut dire que la rénovation énergétique maintenant concerne beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ce défi-là, avec des enjeux qui sont vraiment importants. En fait, l'État est le premier à se faire surprendre en fait par la dynamique de massification qui est enfin là, alors qu'on la cherche depuis au moins le Grenelle de l'environnement en 2007. Donc pour moi, ça témoigne d'abord de ça en fait, de la dynamique de massification. Ça y est, on y est, et notamment la dynamique de massification de la rénovation globale des maisons et des immeubles. Et ça, c'est vraiment très très positif parce que jusqu'à il y a pas longtemps en fait. Ça intéressait pas grand monde, quoi. Oui, et donc c'est un mouvement de massification qui a enfin pris dans la société, et on ne peut pas reprocher à l'État finalement de vouloir peut-être faire une petite pause pour cadrer. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que Valérie Létard a clairement évoqué aussi la fraude dans son communiqué. Elle annonce par ailleurs que 229 millions d'euros de fraude ont été déjà évités en 2024 et que pour l'avenir, de nouveaux outils antifraude vont être mis en place. Donc cela aussi, c'est intéressant de voir que l'État n'entend pas arrêter ou mettre un terme à la rénovation globale, mais bien au contraire de mieux outiller les professionnels et les particuliers dans ce mouvement. C'est bien ça? Oui, je pense que c'est ça tout à fait. Donc la stratégie nationale bas carbone de la France est toujours la même. Il y a des enjeux colossaux de rénovation globale de plusieurs centaines de milliers de logements chaque année. L'État le souhaite, l'appelle de ses vœux. Pour ça, l'État agit de longue date à travers des mesures d'incitation d'abord et de contrainte aussi, notamment les interdictions de location, etc. Donc le mouvement, ça y est, il y a enfin une matérialisation de cette dynamisation, enfin de cette dynamique qui est là. Je pense que l'État est un peu le premier surpris, c'est-à-dire que de tout temps, les 10 dernières années, l'État avait des budgets importants pour la rénovation énergétique qui étaient pas consommés. Donc en fait, ils n'hésitaient pas à y aller, voilà. Et pour la première fois cette année, le budget est consommé, en cours de consommation, du même ordre de grandeur que le budget disponible. Et donc en fait, ce que l'État n'a pas bien anticipé, c'est les ressources humaines capables de monter en charge et donc de passer à l'échelle en même temps que le marché. Donc moi, c'est plus ça, ce que je constate. A priori, d'après les communiqués de Valérie Létard, le budget, il est en cours de consommation, mais on est à mi-année, et puis a priori, il y a la moitié du budget qui est engagé. Donc, il n'y a pas d'alerte vraiment significative du fait qu'il n'y a plus de budget. C'est surtout qu'en fait, ils n'avaient pas anticipé que dépenser
entre 2 et 3 milliards d'euros en rénovation énergétique de maisons. Si jamais c'était effectivement la dynamique du marché, ça allait nécessiter beaucoup plus de main-d'œuvre du côté des services instructeurs de l'État pour pouvoir traiter les centaines de milliers de petits dossiers un par un, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, l'État est pas très pro, on pourrait juger comme ça que si on prévoit 3 milliards d'euros de budget, il faut se mettre en capacité de les dépenser et donc prévoir la montée en puissance de l'outil qui instruit tout ça. Et en même temps, je dirais que toutes les organisations peuvent, les changements sont pas toujours faciles à appréhender et donc ça fait partie aussi on va dire du vivant des organisations que parfois il y a un peu des loupés, des besoins de s'ajuster, etc. Donc voilà, moi ma lecture du sujet, c'est que l'État il est toujours vraiment volontaire pour mettre en œuvre sa stratégie nationale bas carbone, vraiment volontaire pour que la rénovation d'ampleur, la rénovation globale soit vraiment la voie royale de la rénovation énergétique, bien plus que les monogestes, mais il a besoin de caler un peu son organisation pour pouvoir mettre ça sur des rails. En musique. Mais est-ce que par ailleurs, parce que je reviens à ce terme de fraude, est-ce qu'il faut aussi assainir le marché? Alors pourquoi je pose cette question? Parce que certains acteurs ont aussi, par communiqué de presse, salué la décision de la ministre, et je cite, de vouloir assainir le marché, écarter des acteurs frauduleux. Est-ce que ce sujet-là est important? Bien sûr qu'il faut absolument écarter les acteurs frauduleux. Moi, à titre personnel, je suis vraiment surpris que de l'ampleur des fraudes, d'une part, puisqu'on parle de plus de 100 acteurs suspects et puis plus de 200 millions d'euros suspects de fraude évités. Alors, combien pas éviter, etc. Moi, c'est vrai que mon regard là-dessus, c'est que je suis quand même assez surpris que ce soit si difficile que ça de filtrer les fraudeurs. Mais après, ça dépasse probablement mes compétences. La rénovation énergétique, ça demande, même en maison individuelle, d'avoir quelqu'un qui s'appelle un Mon Accompagnateur Rénov, qui est agréé par les services de l'ANA. Donc, je suis un peu surpris, mais visiblement, il y a l'air d'avoir un vrai sujet. Et s'il y a un vrai sujet, il faut évidemment que l'État trouve les moyens de le régler, quoi. C'est une évidence. Je pense pas qu'on puisse s'accommoder de fraude à l'occasion de toute cette politique. C'est une certitude. D'où ces mois qui vont être pris pour suspendre les choses et peut-être remettre à plat certains points. Et en même temps, il faut reconnaître que une suspension de cette nature-là, communiquée comme ça, ça fait un mal fou à tous les acteurs du marché. Ça fait un mal fou à la confiance des propriétaires. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que l'État n'a pas tellement d'alternatives et que c'est le moindre mal, mais ce qui serait vraiment important, je pense, pour l'avenir, c'est que l'État arrive à beaucoup plus anticiper en potentielle montée en charge et avoir des scénarios si le budget est consommé intégralement avant la date, histoire d'éviter les stop and go qui sont vraiment très difficiles quand même à gérer pour tous les professionnels du secteur et qui crée beaucoup de perte de confiance, d'incertitude, de doute et donc de risque en fait dans toutes les dynamiques. Les professionnels, ils se forment, ils investissent, ils développent leur outil de travail, ils se mettent en capacité de suivre la dynamique. Donc il faut pas que l'État nous plante en fait en nous demandant de nous organiser pour passer à l'échelle tous, mais en fait en empêchant le dispositif de passer à l'échelle par des stop and go. Voilà, donc ça peut arriver une fois, mais il faut pas que ça arrive trop souvent. Alors j'aimerais qu'on termine sur la copropriété, puisque Valérie Létard, dans ce communiqué, a aussi confirmé que les dossiers de rénovation des copropriétés ne sont pas concernés par cette mesure de suspension des dépôts de dossiers pour MaPrimeRénov'. Est-ce que vous pourriez nous dire, si possible, et puis selon votre propre expérience, quel est l'impact du système d'aide MaPrimeRénov' sur l'avancée de la rénovation des bâtiments en copropriété en France? L'impact du système MaPrimeRénov' copropriété, donc il a le même nom, mais en fait c'est deux systèmes qui sont très différents, qui ont un fondement juridique qui n'a rien à voir. Pour information, MaPrimeRénov'
MaPrimeRénov' pour les particuliers. C'est voté dans la loi de finances, c'est débattu au Parlement. Et puis MaPrimeRénov' copropriété, ça rentre dans le système dit des aides à la pierre, qui est à la main du conseil d'administration de l'ANA, etc. Donc c'est vrai que ça a le même nom, mais en fait c'est deux dispositifs radicalement différents. Et du coup, ça fait partie des erreurs de communication, on va dire, du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont inquiété tous les copropriétaires. Donc ils ont bien fait de préciser deux choses différentes. Et après, MaPrimeRénov', en copropriété, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour engager la rénovation des copropriétés. C'est incitatif et sans les aides MaPrimeRénov' copropriété, si on avait uniquement les certificats d'économie d'énergie tels qu'ils sont calibrés aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup de projets qui peut-être seraient étudiés, mais qui au final finiraient par ne pas être votés. Surtout dans les territoires où la valeur de l'immobilier est faible. C'est-à-dire les projets qui se votent le mieux, c'est les projets où le coût total des travaux, ou la quote-part, le reste à charge des travaux, finalement, est relativement négligeable par rapport à la valeur du bien immobilier. Dès lors qu'on parle de travaux qui représentent plus de 10, 15, 20% de la valeur de l'appartement, comme c'est le cas dans des villes moyennes, en fait, ça va devenir vraiment très difficile de justifier l'investissement parce que il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de rentabilité évidente sur la valorisation du bien, ni sur les économies d'énergie. En soi, voilà. Donc, ce dispositif est indispensable. Et en même temps, ce dispositif, il est bien calibré à mon sens, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est 10 000 euros d'aide par appartement. Alors que la rénovation d'ampleur pour la maison individuelle, c'est beaucoup plus. Hein. On est 4, 5, 6 fois plus que ça, en particulier pour des propriétaires modestes, très modestes. Donc en fait, ça a un coût finalement relatif beaucoup plus faible pour l'État rapporté au logement. Donc il peut, grâce à ce dispositif, qui est moins coûteux par logement, embarquer avec un même budget beaucoup plus de logements, d'autant plus que, comme on parle de copropriété, en fait, on les embarque opération par opération, copropriété par copropriété, donc grappe par grappe. Donc c'est une vraie belle dynamique. Puis donc si on n'avait plus MaPrimeRénov' copropriété, je pense que la dynamique serait vraiment fortement ralentie, et en même temps, on est confiant que ce dispositif, il fonctionne bien, il est bien dimensionné. Il est engageant, mais pas non plus, il crée pas non plus d'effet d'aubaine. Et puis, il est aussi encadré beaucoup plus fortement par des professionnels, le maître d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui, eux, sont agréés par l'ANA et déposent l'ensemble des dossiers pour le compte des copropriétés, plus les syndics. Donc, en fait, il n'y a pas de fraude, impossible d'y avoir des fraudes dans le monde de la copropriété, et il y a que du professionnalisme. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un dispositif qui va se poursuivre. Et la dernière raison, c'est que l'État, aujourd'hui, est vraiment conscient, encore plus pour la copropriété que la maison individuelle, mais même beaucoup plus, que les dispositifs en copropriété, il faut vraiment qu'ils soient à longue visée, dans le sens où quand une copro se lance dans une démarche, en fait, il va lui falloir 12 à 18 mois pour aboutir au vote de travaux. Et on peut pas se permettre d'avoir un dispositif qui change du tout au tout au cours d'un coup, quoi. Et notamment quand on a envoyé les convocations, en général, il y a déjà 3 ou 4 mois que tout est prêt, fixé dans l'ingénierie financière pour tout. Derrière, l'Assemblée générale, elle arrive un mois après. Et puis après, le temps que tout ça se mette en œuvre et que les dossiers soient déposés, il y a des latences de 6 à 8 mois. Et donc, quand il y a des changements d'aide entre-temps, ça met vraiment en insécurité complètement et ça peut gripper beaucoup plus fortement qu'en maison individuelle le système. Donc, une suspension, tout ça serait vraiment un impact pour le coup en copropriété vraiment pénalisant. Donc, mon invitation vraiment pour l'État, c'est de regarder la dynamique, de demander à tous les professionnels comme Cénova de transmettre la liste des résidences en cours d'études qui vont faire l'objet de vote pour pouvoir anticiper les engagements dans 6 mois, dans 12 mois, dans 10 mois, dans 24 mois et organiser tout ce qu'il faut du point de vue à la fois budgétaire et ressources humaines pour que ça suive et que on arrive à mettre en œuvre cette stratégie nationale bas carbone, on va dire, sans difficulté. Et oui, on attend de l'État, on lui demande d'abord d'avoir une visée longue, c'est bien ça ? Ouais, une visée longue et après d'avoir des ajustements qui soient
penser jusqu'au bout dans leur communication, dans le fait que voilà, c'est logique que ça évolue, hein, on peut pas être statique non plus, mais Oui. voilà, de mettre vraiment le plus de douceur possible dans les évolutions de dispositifs, etc. Et je remarque qu'on a quand même parlé beaucoup de communication et d'erreurs de communication aussi. Je vous remercie Dimitri moi, de cet échange, c'était vraiment intéressant et puis toujours élevant de vous entendre. Merci beaucoup Anne-Sandrine, à bientôt. Il me reste à vous remercier, vous qui nous écoutez, de suivre les ondes de Limo et puis j'espère que ce podcast vous aura été utile et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.